Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Toute l'équipe est heureuse de vous retrouver ce dimanche 14 juin. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Élise Dieulafay et Julie Bouvier qui nous parlent de la bibliothèque Raymond Queneau. Quant à la chronique littéraire de Sonia Anton, c'est Axel Lemaître qui nous parle du roman de Gringe, Ensemble, on aboie en silence, dans la chronique à livre ouvert. Élise Dieulafay, bonjour. Bonjour Isabelle. Julie Bouvier, bonjour. Bonjour. Alors Élise, vous êtes chef de service lecture publique quartier, c'est-à-dire responsable en fait des bibliothèques de quartier. Et Julie, vous êtes responsable de la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque Raymond Queneau. Tout à fait. Et on se retrouve toutes les trois justement dans cette bibliothèque, cette très jolie bibliothèque, grande, aérée, avec des couleurs vives. Parlez-moi un petit peu de ce changement, de cette architecture, de tout ça, tous ces travaux qui ont fait ce lieu. Alors effectivement, la bibliothèque se situe au sein du centre commercial Le Grand Cap. L'architecte qui a travaillé s'appelle Françoise Tonio. C'était l'architecte aussi de la bibliothèque Oscar Niemeyer. Et quand on rentre dans la bibliothèque Raymond Queneau, évidemment, on voit un peu l'influence Niemeyer. Il y a un peu des touches au niveau du mobilier qui fait penser à Niemeyer. Et également un plafond qui fait, pour le coup, plutôt penser à la bibliothèque Anne de Graville. Un plafond de bois qui fait une vague, en fait. Voilà, c'est les deux petites touches qui font penser à d'autres bibliothèques du réseau. Oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi des arrondis, non ? Des courbes. Des courbes, des couleurs, effectivement. Oui. Du mobilier qui rappelle effectivement la bibliothèque Oscar Niemeyer. Tout ça dans une ambiance un peu cosy, cocooning, avec l'avantage d'avoir cette hauteur sous plafond qui, malgré tout, donne cette impression d'espace. Oui, c'est ça. Donc, et qui donne envie aussi de rentrer dans la bibliothèque pour découvrir. Voilà. Alors, ce qui est très important, j'imagine, sont les baies vitrées. Exactement. Oui. Ça laisse avoir l'intérieur et, a priori, ça donne envie aux gens de rentrer. Ceux qui le font d'ailleurs. Parce que c'est vrai ça. Parce que quelquefois, on se pose la question, on se dit, entrer dans un théâtre, c'est difficile. Le théâtre de rue, c'est beaucoup plus facile. Et quelqu'un de dire, oui, mais est-ce que, quand on regarde un spectacle de rue, est-ce qu'on le voit vraiment ? Est-ce qu'il ne faut pas quelques formations, quelques médiations ? Alors, c'est ma question. Vous constatez que les enfants, les adultes rentrent facilement. Tout à fait, exactement. Alors expliquez-moi ça, c'est merveilleux. L'avantage effectivement d'être situé dans une galerie commerciale, déjà, c'est d'attirer tous les publics, des publics qui se promènent dans la galerie, qui sortent de leurs courses, qui vont faire les magasins, qui passent effectivement devant la bibliothèque. Grâce à ces baies vitrées, ça permet de voir à l'intérieur les services que l'on peut proposer, de mettre en avant, nous, nos collections notamment de jeux de société qui sont en présentation, et tous les autres services comme la presse, l'accès aux ordinateurs, tout ce qui est livres bien entendu, tout ça, ça se voit d'un seul et même coup d'œil quand on passe dans la galerie. Donc ça, ne serait-ce que par curiosité, ça donne envie aux gens de rentrer, sans compter forcément tout l'aménagement de la bibliothèque qui a été bien réalisé, il faut l'avouer. Donc les passants osent rentrer. Exactement, que ce soit les plus jeunes, les plus vieux, tout type de public. Contrairement à l'ancienne bibliothèque qui était peut-être un petit peu plus excentrée, qui n'était pas accessible aux personnes porteuses de handicap notamment, ici on voit bien que c'est une bibliothèque vraiment inclusive. Les plus jeunes viennent, les personnes plus âgées, les enfants, les adultes, les personnes en situation de handicap moteur, mental, vraiment, c'est vraiment une bibliothèque très inclusive. On a eu de la fréquentation dès le premier jour. Oui. Il y avait beaucoup d'attentes. Ah oui. Oui. Et on continue à avoir beaucoup de fréquentation, notamment les mercredis et les samedis qui sont les jours d'affluence. C'est ça. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une politique aussi d'attirer les publics ? Est-ce que vous faites des choses spéciales pour les attirer ? Alors là, à l'occasion de l'ouverture, on a mis en place toute une programmation inaugurale
donc qui va se ponctuer ce samedi 13 juin par la fête de quartier donc, du Mont-Gaillard mise en place à la fabrique Sainte-Catherine. Et du coup, à l'occasion de cette programmation inaugurale-là, on a mis en place beaucoup d'animations, que ce soit des animations menées par le personnel de la bibliothèque, mais aussi des animations menées par des intervenants, avec vraiment la mise en place de spectacles, d'ateliers avec des illustrateurs, des auteurs de mangas, des animations que l'on a mis en place aussi dans la galerie, que ce soit des animations sur la journée de Capla par exemple, ou alors des animations musicales par le groupe, la compagnie des BTP aussi. Vraiment des ateliers vraiment très riches pour tous les types de publics et vraiment avec une variété de contenus assez importante. C'est-à-dire que vous débordez aussi sur la galerie marchande? Oui, c'est l'occasion aussi d'attirer du public. Quelle bonne idée. Voilà. Et de faire vivre aussi cette galerie qui, on voit bien, se désertifie en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de timidité, il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de rejet. Pourtant, c'est un univers de livres, non? Alors, pas forcément. Je dirais plutôt que maintenant, les bibliothèques, ce sont des lieux de vie. C'est des univers de vie, d'animation. Il faut oublier, faut ne plus se mettre en tête l'image ancienne des bibliothèques comme pour des bibliothèques vraiment des lieux sacrés, de livres, de culture. Maintenant, on essaye d'attirer tous les publics et ce sont vraiment des bibliothèques. Nous ici, on essaye d'être une bibliothèque vraiment accessible à tous, pour le grand public, pour le public, enfin une bibliothèque populaire, mais vraiment dans le bon sens du terme. Bien sûr. Voilà, pour essayer de répondre à toutes les attentes du public et d'en attirer de nouveaux. C'est ça, je disais ça parce que le livre est un peu en retrait aujourd'hui, où les écrans sont multipliés, où évidemment les enfants préfèrent peut-être un jeu vidéo ou la télévision, je sais pas quoi. Moi, je pense surtout que ça marche en complémentarité. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup d'écrans, l'utilisation des écrans, c'est l'évolution de la société. Malgré tout, il y a beaucoup de livres qui sont adaptés, par exemple, au cinéma. Il y a beaucoup de supports imprimés qui servent à une déclinaison sur le numérique, sur le grand écran. Donc après, ça peut être un lien aussi de revenir en arrière, entre guillemets, et de proposer la version imprimée aux usagers de ce qu'ils ont vu, de l'utilisation numérique qu'ils ont et du support initial, en fait. Et l'inverse est vrai aussi, le jeu vidéo qui renvoie peut-être à un ancien jeu de société. L'ancien jeu de société, effectivement, ou alors le manga, la bande dessinée. Ah, le manga aussi, oui, bien sûr. Oui. Alors, oui, je comprends. Les âges des enfants, ça varie de... Les enfants qui fréquentent la bibliothèque? Alors, nous, vraiment, on va voir les tout petits, les 0-3 ans, qui viennent avec les parents, avec les assistantes maternelles, les grands-parents, que l'on accueille aussi à l'occasion d'ateliers qu'on met en place aussi, ici à la bibliothèque ou dans les autres bibliothèques de la ville d'ailleurs. Et après, ça va jusqu'aux ados en fait. On touche vraiment aussi tous les types de publics et on essaye de mettre des animations en place pour tous ces publics-là. Voilà, alors vous attirez aussi d'autres gens, pas seulement le quartier, mais peut-être des gens de la ville également. Oui, après c'est le cas dans beaucoup de bibliothèques, mais ici on a une spécificité qu'on a évoquée mais dont on n'a pas encore vraiment parlé. C'est une nouveauté au sein du réseau des bibliothèques, c'est le jeu de société. Ah, d'accord. Ça n'était pas encore proposé sur le réseau. Oui. Donc là, c'est vraiment un nouveau type de document qui est proposé à l'emprunt. Oui. Et les statistiques de près nous montrent que ça fonctionne, puisque plus de 60% de notre fonds de base est sorti. D'accord. On prête 2 jeux par carte. D'accord. Autrefois, je crois qu'il y avait des ludothèques pour ça, il me semble. Alors, mais c'était peut-être associatif, je ne me souviens pas. Oui, je me souviens avoir vu ça, vers le quartier d'Anton en particulier. Ça date, oui, il y avait une ludothèque, effectivement. Oui. Mais en tout cas, nous, au sein du réseau des bibliothèques, on n'avait pas encore cette proposition. C'est vrai. Donc voilà, et on peut emprunter, mais on peut aussi venir jouer sur place. Et ça, c'est complètement utilisé, notamment les jours de forte fréquentation,
avec des familles qui viennent ou des jeunes qui viennent en autonomie et qui utilisent sur place le jeu de société. C'est-à-dire que les gens qui viennent de la ville, c'est intéressant, j'imagine, parce que ça crée une sorte de mixité, ou je ne sais pas comment appeler ça, moi. Tout à fait. Une sorte de réunion, ça fait ville, quoi. C'est vraiment un lieu, on en parlait tout à l'heure, mais je dirais que on est un lieu de rencontre, un lieu social, et on le voit, parce que des gens qui viennent tout seuls se mettent à parler ensemble. Il y a des choses qui se créent, en fait. Ah, oui. Et ça, quand on les voit, quand on les perçoit, c'est toujours très agréable, parce que je pense que ça fait partie du rôle aussi des bibliothèques. Oui, bien sûr. Est-ce que, à part le jeu de société qui distinguerait un petit peu cette bibliothèque, est-ce qu'il y a d'autres différences avec les autres bibliothèques de quartier ? On a des services qu'on n'a pas encore mis en place, mais ça va se faire dans les prochaines semaines, qui n'existent pas encore dans les autres bibliothèques. On a une boîte de retrait automatique de documents. Donc en fait, c'est comme une boîte, je sais pas, Vinted, où on peut demander la réservation d'un document et demander qu'il soit mis à disposition dans la boîte de retrait, qui se situe juste devant la bibliothèque. C'est ça, j'ai vu ça, oui. Ça permet de retirer son document quand la bibliothèque est fermée, par exemple les lundis, en soirée, ou les matins quand nous sommes fermés les mardis matins, les jeudis et les vendredis matins, fermés au public, mais nous travaillons quand même. Les réservations seront accessibles. Oui. Voilà. Donc ça sera une nouveauté. Est-ce qu'il y a une distinction à faire aussi sur le nombre, enfin sur l'ampleur de la fréquentation par rapport aux autres bibliothèques de quartier ? Est-ce que celle-ci n'a pas particulièrement beaucoup de public ? Comme l'a évoqué tout à l'heure Élise, c'est vrai que dès le premier jour d'ouverture, la bibliothèque a rencontré son public. Donc c'est vrai qu'en un mois d'ouverture, on a fait quasiment le taux de fréquentation de l'ancienne bibliothèque. Et du coup, forcément, avec l'attrait de la nouveauté, les nouveaux services, la localisation, forcément que la bibliothèque a été plus fréquentée sur le mois de mai que d'autres bibliothèques de quartier. Après, c'est l'attrait de la nouveauté, c'est la mise en place, je vous le dis, de nouveaux services. Oui, mais des fidélités se sont créées, sans doute. Certainement, oui, tout à fait. Exactement. Oui. Donc, la découverte. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi, si par exemple, à propos de la presse, puisqu'on a cité la presse, les gens du coup consultaient davantage les journaux ? Les journaux, particulièrement de Paris-Normandie, c'est déjà un service qui est plébiscité de base. Parce qu'en fait, le journal est lu directement sur place. Donc du coup, ça évite d'avoir... Parce qu'il faut savoir que l'accès aux bibliothèques est totalement gratuit, mais c'est un accès libre. Et l'inscription elle-même aux bibliothèques, à l'ensemble du réseau des bibliothèques, est gratuit. Ça, pour le coup, ça évite, justement pour revenir au journal, ça évite d'avoir à payer l'abonnement du journal. Bien sûr. Donc ne serait-ce que pour ça, les gens sont aussi attirés par ça. Mais ça les attire vraiment, l'actualité, je veux dire. Le journal, journal local. Oui, voilà. C'est vraiment ce qui va attirer nos usagers les plus fidèles. D'accord. Voilà. Oui. Du coup, vous avez un rôle très important. Non seulement évidemment, on pourrait dire maillage du territoire, se faire rencontrer des gens, mais aussi peut-être une formation, bien sûr, au savoir, j'imagine, avec les livres ou à l'imaginaire, à la fiction, mais aussi peut-être à la citoyenneté, dans le fond. Oui. C'est vrai, parce que, voilà, vous avez donc un rôle très important. Et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, des parents aller dans la galerie commerciale et laisser les enfants en babysitting un peu ? Alors, en fait, ça c'est quelque chose que l'on avait déjà dans l'ancienne bibliothèque et qui se passe aussi dans les autres quartiers de la ville en réalité. Mais en fait, quand les enfants viennent en autonomie, ils sont déjà eux-mêmes autonomes en fait. Ce sont les enfants qui viennent tout seuls, ils ont 8-10 ans et qui effectivement peuvent éventuellement être en charge du petit frère ou de la petite sœur. Oui, d'accord. Mais dans la majorité des cas, dans tous les cas, les enfants eux-mêmes sont autonomes. Donc en fait, c'est pas vraiment la gare. C'est pas une pouponnerie. C'est pas une crèche. Non, ni une halte garderie, ni une crèche. Voilà. Et le personnel, de toute façon, n'est pas responsable des enfants. Non, il n'est pas formé pour ça d'ailleurs. Oui.
Donc il faut une organisation. Mais j'imagine que les parents sont contents de partager ça avec leurs enfants. Oui. C'est vrai, on le constate ça? Oui. C'est vrai. Oui. On a un espace petite enfance. Oui. Et dès le premier jour, on a vu des familles s'installer, rester plusieurs heures à regarder des livres, à lire avec leurs enfants. Et voilà, c'était assez agréable de constater que ça fonctionnait comme on avait imaginé que ça serait utilisé en fait. Oui. Est-ce que vous avez, oui sans doute, des listes d'inscription? Vous connaissez un petit peu les gens? Vous savez d'où ils viennent, ce qu'ils font? Alors, on va connaître un peu nos publics. Alors, parce que là, on a un mois et 1 ou 2 semaines de recul, d'ouverture. Oui. Donc, c'est particulièrement, on va réussir à connaître nos usagers, particulièrement en faisant notre service public et particulièrement avec les inscriptions ou les réinscriptions que l'on peut réaliser à l'accueil. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on va connaître, au-delà des statistiques, tout ce qui est catégorie socio-professionnelle et les gens qu'on peut toucher. Oui. Mais pour en revenir aux parents et enfants qu'on reçoit et qu'on a réussi à capter, là depuis l'ouverture, c'est aussi grâce au spectacle qu'on a mis en place dans le cadre de la programmation de Clou inaugurale. Et ce sont des parents, des familles que l'on ne touchait pas avant et qui sont venus vraiment parce qu'ils ont été attirés par les spectacles qu'on a proposés. Et est-ce qu'on voit autant de papas ou d'oncles ou de grands-pères que de grand-mères, mères, etc. Ici, je sais pas, mais généralement, c'est assez mixte quand même dans les bibliothèques. Oui. Tout ça est très encourageant. Oui. Est-ce que vous pouvez mesurer aussi si les gens lisaient avant ou non? Non. Ça, on ne peut pas. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dès le début, on a eu des gens qui nous ont dit ne jamais être entrés avant dans une bibliothèque. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne lisaient pas, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas fait la démarche d'aller dans ce lieu. C'est ça. Et là, je pense qu'effectivement, voyant qu'il y avait du public, ça les a incités, ils se sont sentis le droit, en fait, de rentrer, et ils se sont sentis accueillis aussi, puisque on était évidemment là pour faire de la médiation avec le public, pour avoir aussi les premiers retours sur les premiers jours d'ouverture, et on était vraiment satisfaits de ce qu'on voyait, de ce qu'on entendait, quoi. Pardon. Oui. J'ai remarqué d'ailleurs qu'à l'accueil, le personnel est très très souriant. Ça m'a fait plaisir. C'est un peu la base de l'accueil. Oui, je trouve aussi. Mais c'est pas partout pareil. Effectivement. Oui. Donc ça aussi c'est très rassurant, effectivement. Oui. Alors des personnes qui n'étaient jamais entrées dans une bibliothèque et là qui ont osé, attirés par les spectacles et par les livres également, dans le fond. Ah oui, autre question, est-ce que vous conseillez les lectures de livres quelquefois, comme un libraire ou... Alors, on conseille pour tout. Être prescripteur. On conseille pour l'utilisation des ordinateurs, on conseille pour le choix des livres, des conseils de lecture, on conseille pour les jeux de société. Oui. On conseille pour tout. Il y a ce côté relationnel et disponible qui est là dans cette bibliothèque. Donc on conseille sur tant que faire se peut, dans la mesure du possible, en fonction de nos compétences, en fonction de nos appétences, de nos choix de lecture aussi. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Peut-être du caractère de la personne, si ça se décide ou si elle a envie d'explorer tel ou tel. Oui, bien sûr. domaine. Après, en termes de conseils de lecture, on essaie de se rapprocher en fonction de ses attentes, de ses goûts, des goûts de lecture de la personne, ou alors pour les jeux de société, de ses demandes directement, si c'est plutôt un jeu de société, un jeu d'ambiance, un escape game, un jeu pour 7 personnes par exemple, pour 7 joueurs. Donc on essaye d'avoir cette connaissance approfondie de nos collections, quelle que soit la collection. Si je puis me permettre, parce qu'on était parti sur les nouveaux services, donc je vais donner le dernier quand même. On a une salle de travail qui sera prochainement accessible en autonomie en dehors des horaires d'ouverture de la bibliothèque. Voilà. Eh bien. Aujourd'hui, la bibliothèque est ouverte 31h30. Ah oui, oui.
Voilà, du mardi au samedi, donc c'est le mardi l'après-midi, je ne vais pas donner les horaires en détail, mais quand même. Oui. Mardi après-midi, mercredi et samedi, c'est toute la journée en continu, de 9h30 à 18h. Et les jeudis et mardi, c'est 13h30, 18h. Voilà, et c'est le la vendredi, 13h30, 19h. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même de belles amplitudes, mais il y a quand même des moments où la bibliothèque est fermée alors que la galerie est ouverte. Donc ça permettra aux jeunes ou aux moins jeunes, ceux qui souhaitent venir travailler sur place, de disposer de la salle. En sachant qu'elle est déjà bien utilisée, puisque c'est une salle de travail au calme. Travail, pardon, je vous arrête. Pour les étudiants, des lycéens, les collégiens, des adultes, dès les collégiens, même pour tout le monde en fait, parce que en fait c'est pas tant une salle de travail qu'une salle au calme, parce que c'est vrai que du coup c'est un lieu qui est plus clos. Et du coup, ça permet d'avoir plus de calme, parce que si vous venez forcément le mercredi après-midi et le samedi après-midi, les espaces sont beaucoup plus animés. Donc il y a des personnes qui souhaitent travailler, mais aussi lire plus au calme. Donc c'est une alternative aux espaces qui sont beaucoup plus animés. Mais effectivement, il faut du calme. Voilà. Et donc dans le travail aussi, le travail, voilà. Et on touche beaucoup les étudiants, mais aussi les adultes, par exemple, qui viennent faire leur CV ou juste travailler, qui sont en télétravail, voilà, qui cherchent un lieu calme où se poser et travailler. Et dans cette salle-là, vous avez accès à tout ce qui est réseau Wi-Fi de la bibliothèque, un réseau gratuit, forcément Wi-Fi libre, et après prise comme matériel nécessaire. J'ai l'impression, dans le fond, que cet affichage, on va dire ça comme ça, cette visibilité, ça montre peut-être au quartier, à tout le quartier, les valeurs, certaines valeurs, quoi. La valeur de l'écrit, la valeur du savoir, la valeur du partage, la valeur du calme quelquefois. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites Après, on essaye de faire tout, l'aménagement, les collections, les différents services, on essaie que tout soit fait dans une cohabitation saine de tous les publics. Donc effectivement, pour que tout. Et ça leur montre que c'est important. Exactement, voilà. Tout à fait. C'est ça. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, on vous trouve sur un site, je crois, peut-être sur Facebook aussi. Sur Facebook, sur Instagram, et évidemment on a un site internet, bibliothèque au pluriel, .fr. Voilà. D'accord. Et puis on vient quand même, il faut prévenir, on sort du tramway à Montgaillard. C'est ça. Et, il ne faut pas se tromper, l'entrée est juste là. C'est ça. Porte juste 2. à gauche. Ce que je ne savais pas personnellement. Donc, évidemment, je me perds facilement. Mais c'est très pratique parce que c'est tout de suite accessible. Exactement. C'est drôlement bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne continuation. Julie et Élise. Hey, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un schizophrène ? À livre ouvert. À livre ouvert. À livre ouvert. Une émission littéraire des étudiants de lettres de l'Université du Havre. À livre ouvert. Salut, tu veux jouer avec moi ? Eh, va te faire enculer, toi ! Je peux avoir une sucette ? Oh. Ah ouais, je me sens bien. Putain ! Ça, c'est le cliché qu'on a tous en tête quand on pense schizophrène. On emploie même dans le langage populaire « t'es schizo » quand on veut faire remarquer à quelqu'un qu'il part en vrille. Vachement sympa! Schizophrène, ça veut dire qu'il peut se dédoubler comme le mec dans Split ? Non, en fait. Et Thibaut n'est toujours pas non plus un X-Men. Bienvenue dans Ensemble, on aboie en silence, où Guillaume Tranchant, alias le rappeur Gringe, nous montre la réalité d'un quotidien schizophrène sans être un bouquin médical trop chiant.
Il le raconte au travers d'un récit autobiographique avec son frère Thibaut, atteint de schizophrénie et co-auteur de cet ouvrage. Guillaume précisera en interview que la schizophrénie décrite dans ce livre est une schizophrénie propre à son frère. Mais il en existe d'autant qu'il y a de schizophrènes, et chacune est différente, et il ne s'agit ici que de son frère, pas d'un modèle précis. Ah ouais, en fait, j'ai menti. Lire ce livre, c'est entrer dans l'intimité de deux frères, à base d'un coup fourré « Eh de toute façon, t'as adopté, sale con !» et de références de pop culture en entrant dans la bulle d'un amour fraternel fusionnel. Il y avait cette énorme chaîne, près des toilettes des garçons, sur lequel je reproduisais les coups de pied du chevalier lumière, pour renvoyer un signal aux inconscients qui t'auraient cherché des noises. Il ne pouvait rien t'arriver. Tu avais un frère dans la cour des grands. C'est aussi comprendre comment chacun vit sa rupture à la vie sociale. Une famille défaillante qui trouve son épicentre dans la schizophrénie de Thibaut. Deux frères, l'un plein de joie qui va tout faire pour se relever de ses soucis psychiatriques. L'autre, plus froid, il se dit réaliste, mais certains le qualifieraient plus de fataliste. Ces gens-là ont sans doute la chance de n'avoir pas connu le drame familial. Ceux qui ont connu des sources de souffrances similaires sauront sans aucun doute se reconnaître dans un personnage ou une scène procurant cette catharsis, si recherchée mais toujours insatiable. Un récit cathartique pour tous ceux qui, comme lui, ont un proche malade à qui on dit « à charge ». L'expression « à charge » nous insupporte. Wow, mais on parle d'un être humain, bordel, pas d'une bête de foire. Mais c'est comme ça qu'on dit pour la société. Deux personnages donc. Guillaume, le grand frère d'un enfant étrange qu'on découvrira malade mentalement, incarnation même d'un syndrome du grand frère sauveur. Beaucoup ont peur du petit schizo, mais les plus téméraires l'aiment rageusement, faisant naître une haine viscérale chez Guillaume envers ces êtres humains débiles, incapables de faire preuve d'empathie. Les grands frères qui accouraient à la moindre contrariété dans la cour de récréation se reconnaîtront à travers lui. Des dysfonctionnements familiaux, causés par un objet quel qu'il soit, donneraient envie d'envoyer se faire foutre les familles modèles jugeantes. Oui, on fait de la merde, mais bordel, on va dire quoi ? Que c'est de la faute au grand frère protecteur si le petit schizo va pas évoluer ? Au pire, le petit avait qu'à pas être schizo lui aussi ? Impulsivité et mélancolie font rarement bon mélange. Thibaut, lui, c'est l'inverse, la force tranquille. Il n'enrage pas, il a été découragé par tous les regards d'incompréhension qu'on lui jette. Des regards de peur ou des regards comme ceux qu'on jette au Saint-Jean-Cage. Thibaut, il s'en fiche. Il s'est habitué à ces regards. C'est comme ça, sa situation étonne. Et lui reste patient. À vrai dire, c'est le petit frère, mais mentalement c'est l'inverse. C'est lui la tête froide qui canalise Guillaume. C'est grâce à lui aussi si le texte est plus solaire. C'est lui qui remet son frère dans le droit chemin après une tromperie. C'est lui qui entreprend des voyages humanitaires. Oups, j'ai encore menti. Lui aussi a sa part d'ombre, une violente phase d'alcoolisme, mais heureusement, il y a toujours un frère pour attraper l'autre. Au final, ce ne sont que deux fous sauvés par leur alchimie. Une alchimie qui se montre timide au début, mais qui va se révéler au fur et à mesure du livre, notamment avec l'incroyable scène du repas de famille. Un repas de famille, qu'est-ce que c'est ? Pour nous, c'est un jeu de chaises musicales. Il faut bien choisir ses places, être proche du tonton beauf pour rigoler, mais pas trop pour pouvoir ignorer ses blagues racistes, s'entourer de ses fabuleux cousins et rester assis à manger un repas interminable, ponctué de politiques, de rires et de hurlements pour savoir qui sera écouté dans cette lutte pour la parole. Pour Guillaume et Thibaut, c'est autre chose. Les spectateurs d'un cirque qui viennent assister au nouveau phénomène à la mode. Approchez, approchez, messieurs, dames, venez admirer notre tout nouveau schizo. La famille est apeurée, Guillaume enrage et Thibaut en rit. En passant à table, je n'ai qu'à lui demander de m'envoyer la corbeille à pain pour que d'un coup, tous se mettent à loucher dans sa direction en faisant mine de poursuivre leur discussion. C'est ça, continuez de serrer les fesses. Bref, un texte très émouvant et pourtant très solaire. Le mélange de tons entre des passages d'humour plus légers et des fragments de vie intenses et lourds permet de rendre le livre assez facile à lire et on est ému, mais on ne se fait pas mal en le lisant. Il est écrit d'une plume vulgaire qui ponctue la douceur d'un homme. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez le 27e salon photographique Regards et Images, c'est à Montivilliers. Le thème cette année est « Dans ma rue ». Je vous signale aussi que notre fête de clôture de saison aura lieu le 25 juin au Clos Val-Soleil à 17h30. Je vous signale également que nous vous proposons nos bons plans, c'est-à-dire des places à demi-tarif pour le volcan, pour ceux qui le désirent. Je vous offre, bien sûr, toutes mes bons voeux pour la semaine qui vient et puis à dimanche prochain. Rejoignez-nous, adhérez, au revoir.